À sa destination, Mende, où il peut survoler le monument majeur dont il a la charge en Lozère. La cathédrale Notre-Dame et Saint-Privat, un bijou gothique du XIVe siècle. On voit bien les deux tours de la cathédrale et la grande nef. C'est fantastique pour moi de voir la cathédrale sous cet angle. La plupart des cathédrales françaises ont été dégagées, comme on disait, c'est-à-dire que l'on abattait parfois des quartiers entiers autour de la cathédrale pour l'isoler et donner à admirer la qualité de son architecture. L'une des particularités de la cathédrale de Mende, c'est qu'elle est encore inscrite dans un tissu urbain médiéval. C'est-à-dire que les maisons sont encore très très proches de la cathédrale. Et ça, c'est typiquement l'état dans lequel pouvait être une cathédrale à la fin de l'époque médiévale. Dans ces montagnes de Lozère, cette cathédrale, dans ses parties basses, est très solide, très assise. Et c'est dans les parties hautes, et notamment sur la tour de la Rovere, donc qui est début 16e, que l'on commence à trouver une dentelle d'architecture. Et la tour du chapitre, par contraste, est beaucoup plus simple. Ce qui lui donne ce côté dissymétrique que j'aime beaucoup, moi, personnellement. Dans l'édifice, l'architecte restaure des meubles exceptionnels et crée des aménagements intérieurs surprenants. J'aime beaucoup cette cathédrale que je trouve très touchante. C'est une cathédrale qui mérite un regard continu. Elle est belle tout de suite, elle est pleine de richesses, etc. Mais lorsqu'on la connaît plus en détail, on trouve toujours des choses particulièrement touchantes. Comme ce chef-d'œuvre qui décore la nef depuis 1708. Des pièces murales très précieuses en laine et soie de plus de 3 mètres sur 5. Ce sont 8 tapisseries d'Aubusson qui représentent la vie de la Vierge. Ce qui est un programme iconographique assez classique, mais qui est ici traité avec une grande richesse de détails. C'est une chance que nous avons de pouvoir les observer dans ces conditions et dans le lieu pour lequel elles ont été créées. Ce sont des tapisseries auxquelles je suis très attaché parce que il est assez rare aujourd'hui qu'on voit un tel programme de tapisserie dans une cathédrale. Or, c'était très traditionnel. Toutes nos cathédrales possédaient de très belles et très grandes tapisseries comme celle-ci. Dans les sacristies, d'autres splendeurs viennent tout juste de retrouver leur place. L'architecte a fait restaurer le précieux mobilier en noyer. C'est une joie de voir ces meubles retrouver une part de leur lustre, une part de leur qualité artistique, leur présence physique. Ça a été très compliqué, mais on a réussi. Étienne a orchestré le travail de 7 ébénistes pour démonter, nettoyer et rénover ces ouvrages en bois massif. Un travail de précision sur des pièces monumentales des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Il a fallu 3 ans de travail pour que chaque meuble retrouve enfin sa place. Pousse vers moi. Je ne connaissais pas la sacristie de la cathédrale en venant ici et je peux dire que ça a été le coup de foudre. Ce n'est pas la seule cathédrale avec de jolies boiseries, c'est certain, mais celles-ci ont un caractère particulier. Elles sont à la fois raffinées et en même temps, il y a des maladresses qui les rendent particulièrement attachantes. Ça, c'est assez drôle parce que c'est le témoignage d'une petite bêtise d'un enfant de chœur qui a joué pendant que le curé avait le dos tourné. Il est allé graver le pupitre. Mais bon, je l'ai gardé parce que ça fait partie du lieu. La restauration dont Étienne est le plus fier est celle de ce chappier, un meuble utilisé par les prêtres, renfermant des éléments étonnants et de taille. C'est un meuble qui est apparu au milieu du XVIIe siècle en France, sous Richelieu, et qui a été inventé vraiment pour contenir les grandes chapes qui sont, pour simplifier, une cape d'une forme conique. Et donc à plat, ça fait un demi-cercle. Alors, regardez bien. Donc les portes sont d'abord très lourdes et très fragiles parce que, comme vous comprenez, elles sont en porte-à-faux. Voilà.
J'ai ouvert celui-ci en particulier parce que c'est le dernier tiroir qui nous reste avec le fond historique. Donc ce sont des planches de Mélèze d'ici. On l'ouvrait comme ça et ici il faut imaginer qu'il y avait la chape posée à plat. Et vous voyez les très grandes dimensions de ces objets qui imposent des meubles de très grandes dimensions et qui en vérité sont particulièrement fragiles. Les 6 tiroirs font plus de 3 mètres de diamètre. Les pères s'habillaient ici, c'est-à-dire qu'ils revêtaient leur splendide habit liturgique. Et pour ce faire, ils avaient des valets sur lesquels en fait ils préparaient leur tenue. Et la particularité de Mende, c'est qu'il nous en reste un, qui est celui-ci, qui comme vous le voyez est un valet sur console. Aujourd'hui, on trouve des valets en bois sur pied un peu plus simples. Et donc, la plupart de ces grands valets, parce que vous voyez, il est d'assez grandes proportions, ont disparu de nos sacristies. Ce valet illustre bien la richesse patrimoniale de la cathédrale de Mende, jusqu'à des détails comme ce valet, qui est extrêmement rare. Il est très joli, hein, mais je suis pas complètement... L'architecte a commencé un autre chantier. Il a dessiné tout un décor pour habiller les murs nus de la tour du chapitre. Transformée en prison avant la Révolution française, la chapelle avait perdu tous ses ornements. Aujourd'hui, commence le montage des 20 panneaux uniques qui vont devoir s'imbriquer avec une grande précision. Ici, on crée de toutes pièces une boiserie d'accompagnement des œuvres que l'on y présente, à savoir donc le retable de Piencourt, qui fut l'un des évêques et bienfaiteurs de la cathédrale, et ce tableau de l'Assomption de la Vierge, qui est une des grandes pièces monumentales de la cathédrale. Étienne a choisi le noyer, une essence difficile à travailler, mais qui s'accorde au reste des boiseries de la cathédrale. C'est certainement un des bois les plus nobles, parce que ça reste vraiment un bois qui est spécifique à l'ébénisterie, à l'ébène même. C'est des bois qui sont très ramageux, très colorés. Là, on essaie d'accorder les couleurs. On a fini avec un blanc, on est reparti avec un blanc sur le collage. Sur cet élément là-bas, par exemple, on a essayé de le faire profiler avec des couleurs. Et donc on a la fibre du panneau qui est ici, et on l'a fait repartir sur le montant, la flamme. Tout ça, c'est une question aussi du goût de l'artisan qui fabrique, parce que, je veux dire, on peut assembler du bois. C'est pas un problème, c'est très facile ça. Après, harmoniser les couleurs, les motifs, c'est là où on est sur un ton au-dessus, quoi. On travaille avec nos mains, donc obligatoirement on y met la tête, on y met le cœur, quoi. L'artisan pose maintenant le panneau le plus compliqué à réaliser. C'est un moment particulier dans un chantier, que celui où les choses se montent devant vous, lorsque ça prend vraiment forme matière. Il intègre une porte qui doit disparaître dans le décor. Ouais. Un peu de travail encore, Christophe. C'est normal, hein. Une porte sous tenture comme ça, ça reste très difficile à bien faire. On en a vraiment bavé, quoi. Ça a été sympa à faire, mais assez contraignant. Voilà. C'est-à-dire que la plupart des portes que vous connaissez auraient pris la place de l'un des grands panneaux. Et ici, la porte est complètement indépendante du dessin, en l'occurrence pour s'adapter à la typologie de l'escalier qui est derrière. C'est une porte dérobée, en fait. Voilà. Et puis je suis content de la voir parce que c'est grâce à ces ouvrages qu'on retrouve une chapelle et que l'on quitte l'environnement carcéral de la prison qu'il y avait ici avant et qui est relégué derrière la porte. Voilà. On ne peut pas penser l'architecture sans le décor. Tout ce qu'il y a d'illustre dans la grande architecture française, c'est ce lien intime entre la structure architecturale et le décor. C'est le lien entre la grande échelle et les petites échelles de détail. C'est sans doute une des choses que j'aime le plus dans mon travail.